Il s'installe, il continue à progresser dans les sondages. C'est un phénomène qui excite la curiosité, qui suscite l'intérêt en tous les cas de tout le monde. Il s'appelle Emmanuel Macron, qui sort de nulle part, on peut le dire comme ça. Et c'est avec une de ses soutiens que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro, Corinne Erel, qui est députée des Côtes-d'Armor. Corinne Erel, bonjour. Bonjour. Alors, on a appris qu'une journaliste jetait l'éponge pour venir vous rejoindre. Vous allez nous dire si c'est vrai. Laurence Haïm qui pourrait rejoindre votre équipe comme porte-parole de Emmanuel Macron. Je pense que vous êtes bien informé, ce qui montre que la dynamique en faveur d'Emmanuel Macron est forte et que, évidemment, il attire. Bon, je suppose, oui. Oui, d'accord. Il attire. Alors, les sondages, justement, montrent une dynamique. Comment vous voulez gérer cette dynamique? Parce qu'on est quand même encore qu'à 5 mois du scrutin. Ah, très bien. À la fois, je le dis depuis, je suis aux côtés d'Emmanuel Macron. Depuis combien de temps? Je l'ai connu lors de la loi croissance. D'accord. Donc la loi dite Macron. Et ensuite, évidemment, nous avons été amenés à travailler ensemble sur un certain nombre de sujets, notamment les sujets numériques, qui m'intéressent et me passionnent beaucoup. Parce qu'il faut le dire, vous venez d'une circonscription où le numérique... Où le numérique est important, voilà, tout à fait. Et puis ensuite, dès le lancement de son mouvement En Marche. Donc voilà, donc c'est une dynamique importante depuis le départ. C'est une vision de la société. C'est un regard également neuf. Mais comment vous la gérez, cette dynamique? Mais tranquillement. Parce qu'il faut qu'elle tienne. Mais depuis le début, vous savez, au début, on a souri sur la démarche En Marche, et puis on voit que progressivement, eh bien, il y a de plus en plus de monde qui nous rejoignent. Nous sommes, dimanche, nous étions, je crois, 135 000 marcheurs, adhérents. Donc voilà, on clique et c'est tout, hein. Vous vous engagez quand même sur des valeurs. Oui, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est souvent un peu le tort. Qui vous rejoint? Des gens d'horizons différents, des gens qui soit s'étaient éloignés de la politique, s'étaient éloignés, avaient des convictions ou des parcours différents. Moi, je suis par exemple socialiste. Il y a d'autres qui viennent de l'UDI, qui viennent du MoDem, qui n'ont jamais eu d'engagement politique et qui ont envie de travailler sur ce dépassement. D'accord. Avec un projet, une vision qui fait face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, parlons de programme, parce qu'on dit souvent il n'y a pas de programme, Emmanuel Macron. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Alors, moi, j'ai vu deux choses déjà. Une partie de son programme qui me paraît être une bombe. On parle souvent de la réforme de la sécurité sociale de M. Fillon, mais il y a une autre bombe dans les programmes qui sont présentés, c'est la réforme de l'assurance chômage, qui veut retirer d'une certaine façon aux partenaires sociaux pour qu'elle soit gérée par l'État. C'est quelque chose qui est propre à mettre beaucoup de gens dans la rue, ça, non? Les syndicats vont être remontés. Non, je ne pense pas. Pourquoi d'ailleurs faire cette réforme? C'est une question de stratégie. C'est-à-dire qu'on sait, à l'heure actuelle, effectivement, l'UNEDIC est géré paritairement. Il y a un déficit qui est important, en l'occurrence aux alentours de 30 milliards d'euros, qui est garanti par l'État. Et donc, là, la question est de se voir, par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés, un taux de chômage également qui est important, une société qu'il faut mettre en mouvement. Donc, une des propositions, et parmi lesquelles Emmanuel Macron a fait un certain nombre, effectivement, d'annonces, il y a celle-ci, qui est de regarder comment, effectivement, on peut faire en sorte que l'État... Ça sera mieux géré par l'État? Je pense que l'État, en tout cas, c'est important que l'État, il ait un regard sur la stratégie également. Et là, on est vraiment sur de la stratégie. Alors que Macron, c'est plutôt moins d'État. C'est mieux d'État. C'est mieux d'État. C'est mieux d'État. C'est-à-dire d'essayer, la ligne directrice est toujours à la fois de la liberté, de la protection et de l'efficacité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité également de la décision publique. Alors, il a eu des propos hier ou avant-hier en Allemagne sur la révision des accords de Schengen, ce qui n'est pas simple. Tout le monde, quasiment, pour cette révision, mais personne ne dit comment on fait. Comment on fait?
Alors hier, effectivement, il était à Berlin et il a fait un discours autour de ce qu'il a appelé la souveraineté européenne, autour de 5 points, en essayant d'avoir effectivement un focus sur la question sécurité-défense, sur également les politiques monétaires, les grands investissements économiques, mais également les défis. Les douaniers aux frontières de l'Europe, mais à l'intérieur de l'Europe, comment on fait ? La question, et il l'a dit, non, surtout pas. Ça a toujours été sa position, n'a jamais été de dire qu'il faut se mettre derrière des frontières, bien au contraire. Mais comment on fait ? Mais concrètement, on essaye, il a fait une annonce hier avec la création notamment de 5000 postes qui seront affectés aux frontières extérieures de l'Union européenne. Toujours, oui, mais il faut que ce soit, et encore une fois, on est sur la question de l'efficacité. C'est un sujet qui est prégnant, qui est important. Il a traité effectivement hier aussi de la question migratoire en disant effectivement que Angela Merkel avait eu un geste également d'humanité qu'il faut saluer dans des circonstances qui étaient extrêmement difficiles. Et il faut bien qu'on essaye d'avoir une approche. Je crois qu'il a fait un très beau, je ne sais pas si vous l'avez écouté, moi j'ai lu son discours en tout cas hier à Berlin et qui était justement intéressant avec une vision européenne importante et un couple franco-allemand qui doit être relancé. Conditionner l'aide aux pays de départ des migrants, justement, à la faculté de ces pays à pouvoir retenir leurs concitoyens. C'est d'essayer de regarder effectivement... Au niveau européen d'ailleurs. Hein. Oui, toujours. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir cette réflexion au bon échelon, et le bon échelon est le niveau européen, particulièrement... Elle fait défaut cette réflexion aujourd'hui ? Moi, je pense qu'on n'est pas allé probablement assez loin, à la fois dans la construction, dans la réflexion et dans la vision partagée que l'on doit avoir sur les questions européennes. C'est quoi le prochain grand événement d'En Marche ? Je ne parle pas des meetings partout. Ils sont importants. Il y en a un en Bretagne lundi prochain qui est à Quimper. Et est-ce que M. Le Drian sera là ? Parce que M. Le Drian ne va pas au meeting à Rennes de Manuel Valls. J'ai vu que Manuel Valls avait effectivement annulé son meeting à Rennes lundi prochain. D'ailleurs, on se dit que Le Drian, il pourrait être avec... il faudra lui poser la question. Il ne sera pas à Quimper ? Je n'ai pas cette information. Bon, c'est quoi le grand événement ? Par exemple, ce qui s'est passé à la porte de Versailles. Oui, alors c'était un événement majeur. Oui. Mais alors un autre événement majeur, c'est quand ? Il continue, il scande sa campagne, il la rythme. Il est samedi prochain à Lille, lundi prochain. On ne dit jamais. Nous, vous savez, jusqu'à présent, on remplit l'ensemble de nos salles. Il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup plus d'inscrits que de personnes qui peuvent y assister. Comment ça se passe en cuisine chez vous, entre élus de gauche et élus de droite Ça se passe bien. Vous partagez vos expériences. Comment ça se passe ? La question est de savoir, et l'adhésion à En Marche, c'est ça, c'est d'être sur des valeurs. Il y en a quand même quelques-uns, M. Arthuis, il y a M. Renaud Dutreil, par exemple. Mais on est capable à la fois, à partir du moment où on se met d'accord à la fois sur des valeurs communes, sur la question européenne, qui est importante également pour nous, sur les grands défis, j'ai dit tout à l'heure, la transformation numérique, les défis climatiques, l'appréhension des conflits géopolitiques et autres, et puis d'avoir une volonté de réforme et de faire en sorte qu'on arrive à présenter un plan de transformation qui intéresse et qui soit compréhensible, la façon également d'expliquer des phénomènes complexes. Et donc vous travaillez bien tous ensemble. Mais bien sûr, à partir du moment où on est d'accord sur des valeurs, il faut qu'on soit... L'objectif, c'est quoi ? C'est Emmanuel Macron s'est lancé, a fait sa déclaration pour l'élection présidentielle, c'est évidemment de la gagner. Donc on met les moyens, les idées au service, et encore une fois, c'est étape par étape, de façon sereine et optimiste. Ségolène Royal vous rejoigne ? C'est son choix, c'est à elle de le dire. Vous partagez les mêmes valeurs ? Que Ségolène Royal ? Oui. Bien sûr, c'est quelqu'un que j'apprécie, oui. Donc pour vous, Fidel Castro, c'est un grand démocrate. Oui, c'est le piège, hein. Oui, mais il y a d'autres questions sur les défis. Je pense qu'elle l'a dit dans un contexte particulier. Elle s'en est expliquée après, mais je pense que sur les défis, notamment climatiques, les enjeux en matière de développement durable, d'investissement sur les énergies renouvelables, elle a une parole qui est intéressante. Après, encore une fois, En Marche, c'est... nous rejoint, nous ne faisons pas du démarchage, nous rejoignent ceux qui partagent nos valeurs et qui veulent aller dans cette dynamique de transformation de la société. La primaire de la Belle Alliance Populaire, ça sera un succès à votre avis ? Je ne sais pas.
Je regarde, j'écoute avec si c'est pas un attention. succès et que le vainqueur n'arrive pas à la présidentielle à se faire une place, ou qu'il arrive derrière Macron, derrière Mélenchon, vous croyez que là, à ce moment-là, il y aura beaucoup d'élus socialistes qui vont vous rejoindre? On verra, encore une fois, je pense qu'on est, nous... Vous les sentez? Je pense qu'il y a un intérêt, mais d'élus Ils sont encore également. un peu frileux, là, ils ont encore un peu peur. Bah écoutez, Parce qu'il y a le mois de janvier aussi, hein. Si je prends mon cas particulier... Vous n'avez pas eu peur? Non, je pense qu'on a toujours intérêt à être dans la transparence de ses convictions. Qu'est-ce que vous faites fin janvier? Fin janvier, il y a un élu, il y a un vainqueur du Parti socialiste qui va être candidat à la présidentielle. À ce moment-là, il y a les investitures du PS pour les législatives. Vous êtes candidat à votre réélection? Oui. Bon, et on va vous dire, vous avez choisi Macron dehors. Mais j'ai choisi, mais je ne vais pas changer. Donc vous allez vous présenter. Mais il y a deux choses. Un, moi, mon engagement auprès d'Emmanuel Macron, il est transparent, il est public depuis de longs mois. Oui, je vais le faire. Et il y a eu des investitures qui ont été faites au sein du Parti socialiste. Moi, ce qui m'importait, c'est les militants de ma circonscription qui m'ont très largement désigné. Plus de 80%, 77% de participation. Ensuite, effectivement, il y a un candidat qui sera issu de la Belle Alliance. Moi, je considère que le meilleur candidat et qu'il faut être capable de se dépasser pour éviter un duel Fillon-Le Pen au deuxième tour, il faut aller avec Emmanuel Macron. Il n'est pas du Parti socialiste. Mais la question est de savoir qui est capable de rassembler... Il va prendre son sifflet, il va vous dire, Madame Erel, vous allez au coin, et puis on va... Je ne vais pas au coin, moi je ne suis pas, et je suis pas une élève. Il va mettre un autre candidat, une candidate ou un candidat socialiste. Verra bien. Vous verrez bien. On verra bien. Bon. Je ne suis pas inquiète de ce côté-là. La question est de bien regarder les enjeux face auxquels nous sommes et de mettre toutes les chances de notre côté pour ce plan de transformation, encore une fois, auquel je crois beaucoup. Dans le même cas de figure, est-ce que vous êtes d'accord avec Gérard Collomb, qui est un autre élu proche d'Emmanuel Macron, pour dire que si c'est la déconfiture du PS, il peut y avoir une recomposition d'une gauche, social-démocrate, social-libérale, ce que vous voulez, autour d'Emmanuel Macron, et que en fait Macron ferait ce que Mitterrand, avec une autre idéologie, a fait en 1971 à Épinay. On verra. Écoutez, on laisse les primaires. Moi, je regarde, j'écoute. On verra. Ce qui est important, c'est moi, je continue de tracer notre chemin avec sérénité et optimisme. Valls peut perdre. Mais chaque candidat, il y a 7 candidats, donc il y en aura un qui sortira. Voilà, on verra. Taubira, qui accorde une interview à un magazine que vous connaissez bien d'ailleurs, qui s'appelle Le 1. La gauche s'est soumise à l'hégémonie culturelle de la droite, dit-elle. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je pense qu'il ne faut pas avoir des propos radicaux. Je pense qu'elle fait référence au sujet qui a beaucoup déchiré la gauche, qui a été le sujet notamment de la déchéance de nationalité. Vous étiez pour ou contre vous? Moi, je n'ai jamais été favorable. Je pense que ça a crispé et que ça a déchiré totalement la gauche. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, je pense qu'elle fait référence aussi probablement, et ça c'est quelque chose également que je partage, sur la méthodologie qui a été employée pour la loi travail, qui a abouti à le passage une impasse. Au 49.3. Voilà. Et puis, un manque de pédagogie. Macron, hein. Oui, tout à fait. Mais avec une différence. Non, avec une différence quand même, je le rappelle. Sur la loi Macron, l'ensemble des articles de la loi ont été adoptés en commission. L'intégralité des articles avait été adoptée dans l'hémicycle, donc un examen complet. Ce qui n'a pas été le cas de la loi travail, puisque sur la loi travail, je pense que c'est un problème de méthode. Je pense que quand on ne prend pas le temps, je ne sais pas. Manuel Valls, la semaine dernière, il dit c'est pas moi. On m'y a obligé. Moi, je pense qu'il y a une question de méthode, c'est-à-dire si vous ne prenez pas le temps suffisant pour expliquer ce que vous voulez faire, pourquoi vous le faites et comment vous allez le faire, quels sont les enjeux, et bien on arrive effectivement à des situations de blocage. On a appris de nouvelles révélations, c'est pas encore des révélations parce que c'est pas confirmé sur M. Trump aux États-Unis cette nuit, ce matin. Vous êtes inquiète pour l'avenir de ce pays ou pour la démocratie dans ce pays? Les États-Unis sont une grande démocratie, une grande puissance. Après, sur ces informations-là, elles ne sont pas vérifiées, donc moi je reste extrêmement prudente, mais effectivement, toujours embêtant d'avoir des soupçons
d'éventuelles connivences. Dernière petite question, c'est un handicap, l'âge du capitaine, là? Non, c'est un avantage. C'est un avantage. C'est un avantage. Ben, bien sûr, c'est très bien. Bon. C'est très bien. Place à la jeunesse. C'était le talk de Corinne Erel, qui est un des soutiens d'Emmanuel Macron, qui nous a évidemment dit que c'était un avantage que Emmanuel Macron soit si jeune et qui nous a aussi un peu éclairé sur son programme. Et maintenant, c'est avec vous, chers internautes, et Mathilde Sirot, qu'on va poser vos questions. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves Tréhard, bonjour Corinne Erel. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale de Bretagne. Oui. Jean-Yves Le Drian, qui est le président de la région, est au Parti Socialiste. Il soutient en tout cas officiellement Manuel Valls. Comment ça se passe, la relation justement avec ce président de région, alors que vous Très êtes bien. macroniste? Ce que je disais tout à l'heure, quand on est transparent et que ces engagements sont publics, faits dans la clarté, il n'y a absolument aucun souci. Et je pense que Jean-Yves Le Drian, je le connais bien. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié. C'est quelqu'un aussi qui est capable de comprendre que l'on peut avoir à un moment des engagements qui sont différents. Ce qui est important, encore une fois, c'est les valeurs que vous défendez. Moi, mes valeurs, elles sont toujours les mêmes. Par contre, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron, avec sa jeunesse, il représente aussi un avenir. Je crois qu'il y a eu un petit problème de son. C'était une question de Mathilde sur les relations entre Monsieur Le Drian et vous-même. Exactement. Et on a donc les internautes qui ne comprennent pas très bien, parce que vous êtes encore au Parti Socialiste, mais vous soutenez Emmanuel Macron. Nicole nous dit une de moins au PS, mais finalement, non, vous êtes toujours au Parti Socialiste. Je suis toujours au Parti Socialiste, c'est mon histoire, je ne vais pas gommer mon identité, c'est mes valeurs, et c'est parce que je suis socialiste que je suis aux côtés d'Emmanuel Macron. Il y a d'autres personnes qui ont des engagements différents, mais ce qui est important, c'est la capacité à co-construire ensemble. Mais vous allez renouveler votre adhésion, votre carte au Parti Socialiste? Écoutez, moi je suis, encore une fois, je suis socialiste. Quand vous êtes socialiste, vous adhérez à des valeurs, mais sur le choix de la présidentielle, moi j'estime que Emmanuel Macron présente à la fois les qualités, le dynamisme. Derrière lui, il faut bien voir qu'il provoque, en tout cas, et il incite beaucoup de gens à le suivre, à l'écouter. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, donc je sais pertinemment à la fois ses qualités, sa volonté et puis sa capacité de transformation. Une question intéressante. Oui. Si Emmanuel Macron était élu président de la République en mai prochain, quelle serait sa majorité parlementaire? Kiki Erika qui pose la question. Voilà. D'accord. Sa majorité parlementaire, il va la construire à partir de son projet. C'est-à-dire que le rejoindront ceux qui seront évidemment en accord avec son plan de transformation. C'est la logique. Vous imaginez que ça puisse... c'est des candidats qui peuvent venir de tous les horizons, y compris des républicains? Pourquoi pas, s'ils sont d'accord à la fois sur les valeurs communes que nous avons et, encore une fois, le plan de transformation qu'il va présenter. C'est là, ce qui est important, et c'est une des raisons, il l'a déjà expliqué, pourquoi il n'est pas allé dans une primaire, c'est que je pense que l'on a besoin d'avoir une clarté des choix, et pour construire une majorité et ensuite mettre en œuvre un projet, il faut que vous ayez autour de vous et que chacun soit bien conscient des choix sur lesquels il s'engage. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent qu'Emmanuel Macron est le candidat de l'argent? On rappelle souvent qu'il a été banquier, nos internautes d'ailleurs le rappellent aussi, ils disent le banquier, Rothschild, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là? C'est François Bayrou aussi qui disait ça. Mais vous pouvez, dans la vie, et moi je trouve que c'est quelqu'un qui a réussi professionnellement, il y a des réussites à la fois sur le plan effectivement en tant que banquier, très bien, je vois pas en quoi c'est une difficulté. Je crois qu'en France, on a souvent un peu cette problématique-là, c'est-à-dire que quand les gens réussissent, il y a tout de suite un soupçon. Ouais. Non, je crois qu'au contraire, il faut être plutôt fier d'avoir des gens qui ont à la fois réussi un passage dans le public
et dans le privé. Pour moi, au contraire, dans la société dans laquelle où nous sommes, où on a encore une fois une digitalisation de l'économie, une internationalisation et une nécessité de faire en sorte que chacun trouve sa place dans cette société, et bien d'avoir une expérience multiple auparavant, même à 39 ans. Et moi, je trouve que c'est au contraire une qualité, qu'il ne faut pas se mettre dans des... alors je réponds à l'internaute, dans des œillères. Ce n'est pas parce que vous avez été banquier que vous êtes le grand défenseur de l'argent. C'est une expérience professionnelle réussie qu'il a eue, et je crois qu'au contraire, on doit en être fier, et que lorsque vous avez été en capacité de mener ce type de poste, notamment à l'international, eh bien, c'est un atout, au contraire, pour un pays, bien sûr. Corinne Erel, quel est le programme de Macron sur l'écologie ? Alors, il va être amené à décliner entre le mois de janvier et le mois de février un certain nombre, alors il a déjà fait un certain nombre de propositions, qui est la nécessité, les défis climatiques, j'ai dit, il y a la digitalisation de l'économie, il y a les défis climatiques qui sont majeurs. Et il nous faut impérativement, et il a cette constance, d'avoir une incitation forte à l'investissement à la fois dans les énergies renouvelables. Il faut qu'on aille plus vite, plus fort. Il faut sortir du nucléaire. Non, je pense qu'il faut. On est dans une réduction de la part du nucléaire pour qu'on réussisse. Réduction affichée. Hein. Oui, mais on va y arriver. C'est l'objectif d'arriver à 50%. Ça, il ne remet pas en question, ça. Non. D'accord. D'ici à 2025. Non, on va rester sur ce rythme-là. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est accélérer sur l'investissement sur les énergies renouvelables. Moi, je crois beaucoup aux énergies marines. Donc au large de Guingamp, au large de Lannion. De Guingamp, de Lannion-Paimpol, oui. On aura des éoliennes. Alors il y a un projet qui est éolien en mer dans la baie de Saint-Brieuc. Il y a également un projet hydrolien qui est au large de Paimpol-Bréhat, qui est une technologie qui est très intéressante, qui n'est pas encore totalement mature sur le plan économique. Le paysage. Pas du tout. L'hydrolien est sous la mer, donc ça ne se voit pas. Ah, c'est l'hydrolien. Voilà, l'hydrolien et l'éolien en mer, il se situe au large. Donc il faut investir. Ce sont des et là on a donc c'est d'aller sur ces questions-là, d'avoir également un regard évidemment sur la biodiversité, mais d'investir également, et là c'est pour chacun, dans la rénovation thermique des logements qui permettent à la fois d'améliorer la vie quotidienne, mais qui sont également un puissant vecteur économique. Et il faut avoir cette stratégie qui est globale, de faire également des parallèles avec le secteur du numérique, puisqu'on voit bien que la question par exemple des objets connectés permet d'avoir et de la prévention et un suivi de vos consommations et de réduction de consommation. Je crois que c'est d'emmener tout le monde. Et puis derrière, juste un petit point, parce que c'est important, il faut bien voir que ces secteurs-là, et le secteur notamment de l'écologie au sens large, moi j'y suis très attachée, j'ai une sensibilité environnementale assez forte sur ces questions-là, et c'est également pourvoyeur d'emplois important. Et on a un défi massif en termes de formation également à faire. Donc ces enjeux-là, il va les expliciter, il va les détailler, mais ça fera bien évidemment partie de son projet. Vous n'avez pas parlé du diesel. Quelle est sa position ? Sa position, il l'a déjà dit. On voit bien qu'il y a un certain nombre de questions qui sont posées sur la table sur les conséquences en termes de santé. C'est une industrie actuellement qu'il faudrait qu'elle fasse également sa mutation. Donc sa mutation, ça prend un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain passer d'une entreprise qui fabrique du diesel, lui dire vous arrêtez, vous passez qu'il y a un temps de mutation. Alors qu'il faut essayer de gérer ces temps de passage au fur et à mesure et d'investir massivement sur les technologies de demain, c'est-à-dire la voiture hybride, la voiture électrique. Ça pose des questions. Alors dans les centres-villes, on a des éléments effectivement sur et puis comme beaucoup de particuliers, comme vous, comme moi, voilà, vous changez aussi vos propres habitudes. Une dernière question, on paye moins d'impôts avec Emmanuel Macron? Ce sera réparti différemment. Voilà, je pense que la question est on puisse vivre mieux de son travail, et notamment il a fait une proposition qui est le basculement, enfin la suppression des cotisations salariales sur la part salariale et chômage, qui permet de rapprocher le net du brut, donc d'avoir une augmentation.
Oui, mais il faut bien la financer, mais en excluant notamment les retraités qui ont des revenus faibles, près de 40%. Et puis, il faut impérativement également qu'on ait un système qui nous permette d'investir également beaucoup plus sur les technologies de demain. Donc, il va faire un certain nombre d'annonces sur ces questions-là, mais je pense que la question, je le redis, c'est vraiment important, enfin pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles je les rejoins, la question de l'efficacité et la question de la justice. Est-ce qu'on reste à 57% de dépenses publiques par rapport au PIB ? Vous savez que la France bat des scores, bat des records dans ce domaine. Oui, alors il a fait, alors qui sont passés, dont on a moins parlé. Il en a parlé lors du meeting à la porte de Versailles, effectivement, de regarder également le fonctionnement de l'administration. C'est-à-dire qu'on a besoin de fonctionnaires en France. Il faut regarder le système déconcentré. Notamment, il a parlé d'une chose qui est importante, qui est par exemple le droit à l'erreur pour un citoyen quand il est de bonne foi, et de muter d'une administration de contrôle à une administration de conseil. Mais moi, je considère que lorsque vous avez besoin, on le dit, en matière de sécurité, on a besoin de fonctionnaires en matière de sécurité. Les Français le demandent. En matière de santé, on le voit aujourd'hui avec la question notamment des hôpitaux, des urgences, ce sont des fonctionnaires. Donc il faut bien regarder. L'école, autre priorité importante. Donc il faut serrer les propriétés. On verra. On verra. La question là, il se détaillera sur ces questions. La question est de l'efficacité de la dépense publique. Efficacité, c'est un mot qui est revenu souvent dans la bouche de Corinne Erhel ce matin. Merci, chers internautes, de vos questions auxquelles, eh bien, Corinne Erhel a répondu dans le détail. C'est moins qu'on puisse dire. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, Mathilde. Merci.